Donc merci encore Florence de ton introduction de ce matin. Donc moi je vais vous parler de la cryptologie comme modèle pour l'anticryptographie. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce titre. Alors pour cette intervention, je souhaite partager avec vous la manière dont j'envisage de prendre les recherches existantes dans le champ de la cryptologie comme modèle pour mener à bien des recherches sur son antithèse, l'anticryptographie. En fait, c'est une conférence en particulier qui m'a placé sur la voie de ce sujet, celle donnée par la chercheuse Anne Canto au Collège de France en octobre dernier et intitulée « Peut-on rêver d'une écriture impénétrable ?» Cette conférence de Anne Canto, qui est chercheuse à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, dans le cadre d'un laboratoire qui s'appelle Secret, donc laboratoire fort bien nommé, a confirmé chez moi une intuition que j'avais depuis quelque temps, celle d'un déséquilibre important, abyssal, dans les investissements menés dans les deux champs en question. La cryptologie d'un côté et donc ce que je propose d'appeler, je ne suis pas le seul, l'anticryptographie de l'autre. Pour le dire plus précisément, le monde du secret a pu bénéficier et bénéficie encore de moyens considérables en comparaison de ceux attribués à son meilleur ennemi, celui des écritures transparentes, des systèmes les plus pénétrables possibles. Une rapide recherche permet de voir que des groupes de recherche en cryptologie sont constitués dans la plupart des principaux centres de recherche en France, au CNRS, au CEA ou encore à l'INRIA, et dans de nombreux autres laboratoires universitaires. Des colloques sont organisés régulièrement à ce sujet, comme un important à la Cité des sciences et de l'industrie en 2019, suivi de diverses publications, et un chercheur a même eu en France en 2006 la médaille d'or du CNRS pour ses recherches en cryptologie. Je veux parler de Jacques Stern, auteur notamment de La science du secret et plus récemment de la cryptologie au cœur du numérique. Alors qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas pour moi ici de dire que nous en faisons trop en France autour de cette thématique. Et je sais à quel point elle est importante et à quel point il est fondamental en particulier de sécuriser nos données privées ou sensibles. Ce que je souhaite mettre en évidence, c'est seulement ce contraste entre notre passion précieuse du secret et notre désintérêt presque institutionnel du non-secret, du communicable, du partageable. Ni au CNRS, ni au CEA, ni à l'INRIA ne sont organisées des recherches sur les enjeux et méthodes de l'anticryptographie. Et cela me semble problématique compte tenu des enjeux actuels et futurs qui nous touchent. Pour expliquer plus précisément ce qu'est une anticryptographie, je souhaite donc m'appuyer sur la conférence qui était vraiment passionnante de Anne Canto, « Peut-on rêver d'une écriture impénétrable ?» Dès l'introduction de sa conférence, la chercheuse définit l'esprit ou la philosophie de la cryptographie. Il s'agit, nous dit-elle, d'une écriture conçue pour rester inintelligible, sauf pour un groupe de personnes légitimes. Elle précise que cela occasionne un rapport dual au monde. D'un côté, des utilisateurs légitimes, qui déchiffrent à l'aide de leur clé de déchiffrement, de l'autre des adversaires qui tentent de décrypter sans connaître la clé. Cette distinction est l'essence même de la cryptographie, nous dit la chercheuse à l'INRIA. Ainsi, les utilisateurs légitimes ont un avantage sur les autres, celui de connaître la clé secrète de déchiffrement. Contre cette méthode binaire, qui encore une fois a sa raison d'être et sa légitimité, une anticryptographie peut se définir à l'inverse comme une écriture conçue pour rester intelligible, sans distinguer de personnes légitimes et illégitimes. Donc c'est le rapport dual, utilisateur légitime versus adversaire, qui disparaît. Ici, je considère que le terme d'anticryptographie est très proche de la notion de pasigraphie, écriture pour tous en grec. Je m'explique. Le mot de pasigraphie peut se définir de façon stricto sensu ou de façon plus globale à partir de l'esprit de la discipline. À la lettre, une pasigraphie est un système pouvant être lu indépendamment des langues. À ce titre, elle peut inclure aussi les cryptographies. Mais nous manquerions ce qu'est une pasigraphie si nous nous contentions de la lettre ou de la définition donc stricte. Son esprit nous en dit plus. Celui-ci consiste à vouloir créer une écriture accessible, ouverte, simple d'utilisation. Ainsi, nous pouvons rapprocher ces deux définitions, celle de pasigraphie que vous voyez à l'écran par Joseph de Mémieux et celle d'anticryptographie par Paul Watzlawick,
qui était un chercheur en théorie de la communication, notamment un des fondateurs de l'école de Palo Alto. Donc pasigraphie, premier élément du nouvel art science d'écrire et d'imprimer en une langue de manière à être lu et entendu en toute autre langue sans traduction. C'est la définition qu'en donne Joseph de Mémieux. Et anticryptographie, art consistant à codifier un message de manière évidente et transparente afin de réduire les problèmes de déchiffrage au minimum en laissant par ailleurs l'espace le plus petit possible pour des erreurs et des ambiguïtés. En réalité, donc, les deux notions sont très proches, car nous ne pouvons pas imaginer une pasigraphie qui fasse la part belle au secret, ce serait alors une cryptographie, et de la même façon, on ne peut pas imaginer une anticryptographie qui se compromette dans un code culturel fort, comme une langue particulière. Donc les deux notions sont imbriquées l'une à l'autre, et c'est la raison pour laquelle je propose de les employer ensemble, presque comme des partenaires ou comme des quasi-synonymes. Une pasigraphie, donc, ou une anticryptographie, pour en revenir à la question de l'annulation de la dualité utilisateur légitime versus adversaire, est l'antithèse dans son esprit d'une distinction bien connue dans les sciences politiques, qui avait été établie par le théoricien du politique Carl Schmitt entre l'ami et l'ennemi, dans un livre célèbre qui s'appelait La notion du politique. Dans ce texte, qui a fait l'objet et fait encore l'objet d'innombrables commentaires, chez les historiens, politologues ou juristes, Carl Schmitt écrit « La distinction spécifique du politique à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. » Et par la suite, son texte est une tentative de justification du caractère fondamental de cette opposition, pour Carl Schmitt donc, pour tout État digne de ce nom, ou pour tout État donc fort, ou léviathan. Dans la théorie pasigraphique et anticryptographique, l'ennemi disparaît au profit d'un commun ou d'un partage communicationnel. Il s'agit de pouvoir être lu et compris par tout à chacun, quelle que soit sa langue et sa culture, en laissant le moins d'espace possible aux erreurs et ambiguïtés. Et la clé secrète se transforme à minima en notice explicative. On retrouve bien cet esprit chez plusieurs pasigraphes précurseurs, à l'image de Charles Bliss, qui est un contemporain de Carl Schmitt. D'ailleurs, ils sont morts la même année, en 1985. Bliss, qui, sa vie durant, a expliqué et combattre les divisions entre les hommes et les querelles des nations. Donc, la conférence de Anne Canto nous dévoile également que l'une des grandes motivations des cryptologues dans l'histoire fut d'essayer de mettre au point une écriture impénétrable. Celle précisément qu'aucun adversaire ne pourrait casser ou décrypter par la logique, le calcul, la ruse ou toute autre chose. Les pasigraphes ont aussi leur objectif ou leur utopie, celle d'essayer de mettre au point une écriture universelle. Celle précisément qui ne laisserait aucun lecteur, aucune lectrice sur le bas-côté de la signification. Une pasigraphie est donc une sorte de cryptographie sans adversaire. Les lecteurs n'ont pas à la décrypter, mais seulement à la déchiffrer. Et je vous rappelle que dans le vocabulaire de la cryptographie, décrypter, c'est l'action de l'adversaire, et déchiffrer, c'est l'action du partenaire ou du complice. Dans la cryptographie militaire, le défi, la mission, était de s'emparer des livres de code des ennemis, afin de parvenir à casser le déchiffrement. En anticryptographie, le défi est de transformer ce livre de code en notice ouverte, partageable, accessible et compréhensible. Anne Canto nous rappelle également que le monde de la cryptologie a, comme toute pratique ou discipline, ses précurseurs. Elle évoque en particulier le néerlandais Auguste Kirchhoff, qui n'était pas en fait un cryptographe, mais au départ c'était un linguiste. Ça a été un des théoriciens du Volapük, tentative de langue universelle dans l'esprit de Zamenhof, qui est l'espéranto. Kirchhoff était l'homme qui a posé les fondements de la cryptographie moderne au XIXe siècle. L'un de ses principes les plus connus étant le suivant: il faut que le système n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. Anne Canto nous précise que le secret dont il est question ici n'est pas la clé secrète, mais la partie matérielle du système, comme le livre de code, dont on doit pouvoir se passer par sécurité. La chercheuse cite aussi une autre grande figure de la cryptographie, William Friedman. Elle précise que pour ce cryptologue de l'armée de terre américaine, il n'est pas du tout chimérique d'inventer un jour une écriture impénétrable. Friedman pensait alors, en précurseur, à la méthode dite du masque jetable, système cryptographique fonctionnant selon une méthode de chiffrement aléatoire, aussi long que le message à chiffrer, et surtout ne devant être utilisé qu'une fois avant d'être abandonné. Anne Canto évoque enfin Claude Shannon,
l'ingénieur et mathématicien américain, père de la théorie de l'information, qui s'intéressa aussi à la notion de sécurité parfaite. Donc ces personnalités que vous voyez à l'écran permirent toutes d'augmenter le niveau de connaissance en cryptologie et ont contribué à fonder et contribuent encore à légitimer une science du secret, donc la cryptologie. Du côté de l'anticryptographie et de la pasigraphie, nous pouvons, nous aussi, nous faire les héritiers de quelques précurseurs, parfois fort célèbres. Des philosophes comme Raymond Lull ou Leibniz, des inventeurs comme Joseph de Mémieux ou John Wilkins, des cartographes ou des graphistes comme Jacques Bertin ou Ernst Hans, et puis des personnalités contemporaines également comme Ota Yukio ou Wang Liu. Ota Yukio, vous le voyez à l'écran, c'est ce japonais qui a inventé ce signe pour ce pictogramme de la sortie de secours. Bon, ici, je vois qu'il n'est pas dans cette salle, mais signe qui s'est imposé presque partout dans le monde. Alors, dans la suite de sa conférence, toujours, Anne Canto revient sur un moment fort de l'histoire de la cryptographie, ce qu'on appelle le projet Venona. Ce projet renvoie au travail de ce qu'on appelle la cryptanalyse, effectuée par les services de renseignement américains pour tenter de casser les codes des communications des services de renseignement soviétiques de 1940 à 1948. Nous pouvons penser que c'est à cette occasion que cette activité de cryptanalyse a véritablement émergé, le cryptanalyste devenant un expert de la cryptographie, de ses enjeux, de ses méthodes, de ses procédés. Or, nous pourrions réutiliser ce terme de cryptanalyse pour inventer celui de pasianalyse. Recherche consistant à étudier les enjeux et méthodes et procédés des anticryptographies ou des pasigraphies afin de les améliorer autant que possible. Les cryptanalyses s'appuient sur le principe de mesure d'effort pour casser un système. Nous pouvons reprendre cette idée à notre compte, la mesure d'effort étant, pour ce qui nous concerne, le temps et les moyens mis en œuvre pour tel ou tel individu, à tel ou tel moment, dans telle ou telle condition, pour lire et comprendre un message, par exemple pictographique ou numérique, avec ou sans notice, etc. Différents systèmes pourraient alors faire l'objet d'une étude de mesure d'effort, une carte, un pictogramme, toute autre chose, et nous pourrions voir en fonction des procédés utilisés, qu'on peut classer en différentes catégories, je l'ai fait par ailleurs, mais aussi en fonction de différentes données culturelles et contextuelles, les différences de mesure d'effort en présence. Au passage, je précise que plusieurs recherches déjà existantes peuvent se voir comme des contributions à cette recherche en pasianalyse, comme par exemple, je pense à cette conférence qui avait été donnée par Johannes Berger-Rosen en 2018 à Nancy pour la NRT, au secours, écrire le danger dans l'espace public. Donc à partir de là, nous pouvons nous demander quels pourraient être les grands axes de recherche de la pasianalyse en dehors de l'étude sur la mesure d'effort. J'ai déjà moi-même entamé ces recherches depuis plusieurs années maintenant, mais comme vous allez l'apercevoir en voyant les axes que je propose, cette recherche ne peut pas se faire seule et exige un collectif interdisciplinaire ou à minima des échanges réguliers avec des personnes d'autres pratiques ou disciplines. En effet, les ramifications sont nombreuses. Il faudrait mener des travaux qui sont trop peu nombreux, historiques sur les langues atypiques, non glossiques et à destinée universelle. Par exemple, dans la lignée de ceux menés par Louis Couturat, qui avait écrit un livre en 1903 sur le sujet, Marina Jagello, qui avait publié ici en 1983 un ouvrage sur la question, et bien sûr Umberto Eco, qui avait écrit son livre sur la passion européenne pour les langues universelles en 1993. En comparaison du monde de la cryptologie, les livres, articles, documents historiques divers sont fort peu nombreux malheureusement. La comparaison des pages Wikipédia sur les deux sujets témoigne bien des écarts existants. La notion d'anticryptographie, par exemple, n'a même pas de page dédiée. Celle consacrée à la pasigraphie reste quant à elle très sommaire. Donc tout reste à faire sur cette question. Graphique et épigraphique ensuite. Donc l'axe graphique, bien entendu, il est essentiel. À ce sujet, les études peuvent être multiples. Une piste est par exemple de distinguer quelques faux universaux avec des universaux moins discutables. C'est la différence entre les universaux qui sont purement construits et les universaux non pas naturels, parce que le mot est compliqué d'usage, mais disons les universaux plus ancestraux, plus essentiels. On peut s'essayer à cet exercice en regardant ici des cassos dessinés par le graphiste allemand Hermann Saft
graphiste et typographe allemand très célèbre du XXe siècle. Là, j'ai distingué dans ces casseaux deux signes que j'ai entourés à l'écran en rouge. Je ne sais pas si vous les voyez. D'un côté, nous voyons le dessin bien connu d'une étoile, utilisé pour représenter un astre. Et nous savons que cette représentation ne repose pas sur une nécessité absolue ou irrémédiable, en dépit d'ailleurs du succès de par le monde de cette représentation. Ainsi, nous aurions pu représenter l'astre différemment, et nous pourrons dans le futur changer cette représentation. Donc, c'est une représentation contingente. Le signe d'à côté, cette main fermée avec l'index tendu, qu'on appelle en graphisme une manicule, qui sert à montrer, à désigner quelque chose, est quelque peu différent. Non pas seulement en raison de son usage graphique et typographique séculaire, mais en raison de sa ressemblance avec ce qu'on nomme l'organe préhensile des humains, et en raison de l'importance de ce geste de désignation chez l'humain. Le philosophe Francis Wolff nous dit qu'il s'agit d'un geste transculturel, mais aussi universellement humain. Il s'appuie, pour le dire, sur les travaux d'un psychologue américain qui s'appelle Michael Tomasello, donc pour soutenir cette idée. Tomasello, en effet, a insisté sur l'importance fondamentale de l'acte de montrer avec la main dans la construction cognitive et sociale des humains, ainsi que sur son caractère transculturel. Tomasello parle d'un langage avant le langage. Le pointage est notre deuxième grand acte communicatif, nous dit-il, après le fait de crier, et ce dernier arrive généralement entre le 7e et le 15e mois. L'enfant le fait pour capter l'attention de l'adulte, mais aussi pour indiquer une chose particulière comme un objet. En grandissant, le pointage permet de désigner également plus de choses comme une direction ou un lieu. En outre, le jeune humain a non seulement la capacité de pointer du doigt quelque chose, mais aussi l'aptitude de comprendre ce même geste lorsqu'il est effectué par une tierce personne, double capacité perçue par beaucoup comme étant une faculté proprement humaine. Nous pouvons penser que si ce geste est bel et bien un invariant communicatif de l'être humain, alors celui-ci existait probablement avec l'émergence de l'Homo sapiens il y a 300 000 ans, et existera encore possiblement pendant une très longue période. Au passage, on peut rappeler que le mot « désigner » vient du latin « designare », qui a également donné le mot « design ». Les enjeux également épigraphiques. Je ne vais pas m'étaler sur cette question-là, je l'ai fait longuement ailleurs. Tout ce que je peux rappeler, c'est que des efforts doivent être menés afin de bien saisir et comprendre les enjeux du déchiffrement, non pas du décryptage des écritures, car a priori les écritures qu'on pourrait laisser ne sont pas cryptées, mais bien du déchiffrement. À ce sujet, bien des spécialistes peuvent nous aider, comme Jean-Michel Aupan, que nous avions invité au Cantel en 2021 et qui avait fait une conférence sur le déchiffrement des glyphes mayas. J'en arrive à mon troisième point, l'axe anthropologique. Je précise au passage qu'en réalité, tous ces axes sont plutôt entremêlés et que je les sépare ici par souci de clarté. Comme nous pouvons nous y attendre, l'anthropologie n'est pas sans lien avec ce sujet, et ce n'est pas un hasard si je suis au Cantel depuis maintenant 2 ans. Lorsqu'on parle d'écriture, on parle d'image, comme l'a bien rappelé par exemple Tim Ingold dans son livre « Une brève histoire des lignes ». Et lorsqu'on parle d'image, les anthropologues ont des choses à dire. Comment, par exemple, penser l'universalité des signes au regard de la thèse de Philippe Descola, selon laquelle les humains vivraient dans des ontologies très différentes, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ontologies qui auraient des conséquences sur les modes de fabrication des images, mais aussi les modes de perception des images. Ces ontologies qui façonneraient nos manières de penser, mais aussi de voir, de comprendre et de construire nos signes et nos images. Comment fonctionnent-elles exactement, ces ontologies ? Sont-elles si déterminantes ? Et comment les articuler ou les mettre en regard avec d'autres visions, d'autres anthropologues, paléanthropologues ou philosophes qui discutent, contestent ou relativisent l'importance de ces ontologies, comme par exemple, j'ai cité Donald Brown, Gérard Lanclude, Marcel Auté ou Francis Wolff. Après, il y a cette notion d'universel. Je pense par exemple ici à un anthropologue américain qui s'appelle Donald Brown, qui avait révélé dans un livre, L'humain universel, plus de 200 cas de ce qu'il nomme des universaux de surface et de comportement, de langage, observés dans ses propres enquêtes de terrain ou dans les textes d'autres ethnographes. Donc parmi ces fameux universaux, beaucoup depuis ont été discutés, contestés, comme vous pouvez vous en douter, le livre date de 1991. Mais on peut en voir divers à l'écran, comme par exemple ici j'ai mis en jaune la méfiance envers les serpents,
qui serait donc, d'après Donald Brown, un universel. Et on retrouve cette idée corroborée par Marcel Auté, paléanthropologue belge, dans un livre qui s'appelle « L'universalité des signes graphiques », livre dans lequel il écrit, par exemple, « Le serpent est pour l'homme l'être le plus mystérieux de la création, sans pattes, sans plumes ni pelage, au sang-froid et en constant mouvement, de dissimulation souterrain aux morsures mortelles, il présente l'incarnation du danger fatal et de la monstruosité terrestre. C'est pourquoi son symbole graphique possède une telle importance. » Et nous pourrions nous évoquer d'autres exemples et surtout en étudier également de nouveaux et essayer de les mettre à l'épreuve de l'anthropologie. Un autre axe de recherche qui me paraît important, c'est un axe qu'on pourrait qualifier de sociopolitique. Je passe très rapidement sur cette dimension, mais celle-ci consiste, dans mon esprit, à étudier les fondements politiques et idéologiques des systèmes et à analyser leur légitimité, mais aussi leur acceptabilité. Par quel mécanisme politique, par exemple, le code de la route moderne a pu voir le jour et comment s'est-il peu à peu partiellement internationalisé? Dans ce cas particulier, il y aurait des recherches à mener, à poursuivre pour ce qui me concerne, sur l'importance des organisations de cyclistes qui, au XIXe siècle, voulurent se protéger des dangers de la route, virages, déclivités, etc., ce qui contribua largement à la mise en place des premiers panneaux de signalétique. Contrairement à aujourd'hui, les cyclistes à la fin du XIXe siècle étaient très mal vus et en réalité, sur la route, leur vie était en danger. Et donc, c'est eux qui, les premiers en Angleterre, ont commencé à s'organiser pour essayer de mettre en œuvre une signalétique routière. Il y a eu aussi un certain nombre de congrès qui ont été importants, comme le Congrès international de la route en 1908, qui a posé les jalons de la création d'une signalétique cohérente et les jalons d'une internationalisation de cette dernière. Alors, un autre axe de recherche qui serait l'axe sémio-linguistique. La manière dont on doit pouvoir utiliser la sémiologie pour cette recherche se trouve aussi bien aussi dans l'articulation perception-compréhension. Et là, on voit aussi les liens avec l'anthropologie très forts. Avec une question centrale, pourquoi entrons-nous en collision avec certains signes? J'emprunte le terme de collision à un chercheur qui s'appelle Lionel Nakache, dans un livre qui s'appelle « Le champ du signe, aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes ». Le sous-titre est assez éloquent. Et finalement, pourquoi comprenons-nous certains signes et pas d'autres? Il y a bien sûr la question culturelle qui est centrale, celle de l'apprentissage, des habitudes visuelles. Mais cette question culturelle, sur laquelle avait insisté beaucoup une graphiste américaine qui s'appelle Susanna Lico, qui avait eu une phrase qui a fait vraiment le tour du monde du graphisme, qui disait « On lit le mieux ce qu'on lit le plus ». Mais elle peut aussi s'accompagner également de questions liées aux formes graphiques en elles-mêmes, et peut-être à leur efficacité. J'imagine que cet après-midi, Océane, qui travaille donc sur cette question de la représentation pictographique des idées complexes, pourra nous dire quelques mots à ce sujet. La question linguistique, la dimension linguistique est forcément fondamentale. Lorsqu'on parle d'écriture, on parle aussi de langage, et à cet égard, il peut être utile, au regard de notre sujet, de s'intéresser à ces structures universelles. À l'heure où le relativisme linguistique radical d'un Benjamin Lee Whorf, je pense à une thèse en linguistique qui s'appelle la thèse Sapir-Whorf, a été fortement discutée, contestée, fragilisée, nous pouvons en effet identifier et nous attarder sur ces principes ou ces règles universelles mises en lumière par quelques chercheurs ou chercheuses depuis plusieurs décennies. Je passe sur quelques précurseurs pour évoquer seulement ici deux idées. Celle concernant les invariants lexicaux révélés par la linguiste polonaise Anna Wierbiska. Elle montre dans ses recherches qu'il existerait dans toutes les langues du monde un certain nombre d'invariants, des substantifs, des déterminants, des quantificateurs, des évaluateurs, des descripteurs, des prédicamentaux, des discours, des actions, des emplacements, des mots pour désigner la vie et la mort, des mots pour le temps, l'espace, les concepts logiques, des intensificateurs et des équivalences. Et l'autre point concerne le lien entre le sujet et le prédicat, que l'on peut considérer comme un universel. Encore une fois, c'est le philosophe Francis Wolff qui insiste beaucoup sur ce sujet, notamment dans un de ses livres qui s'appelle « Dire le monde ». Toute langue, quelle qu'elle soit, affirme-t-il, a cette capacité de parler d'une chose commune, tel ou tel sujet, en disant des choses différentes. Les langues sont structurées de telle façon qu'elles nous permettent d'être en contradiction sur le prédicat, tout en étant d'accord sur le sujet. Alors, peut-être plus étonnant, et c'est mon dernier point, l'apport possible des sciences cognitives. Quelques mots sur ce point, et c'est la fin de mon intervention.
Je pense en particulier à un article de 2006 d'un chercheur américain qui s'appelle Mark Changizi, qui a fait beaucoup parler de lui. Dans cet article, le chercheur, qui est un neurobiologiste américain, affirme que nos diverses écritures de par le monde ne sont pas aussi différentes qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Il insiste sur l'idée qu'il y aurait une fréquence de traits élémentaires constitutifs de toutes les écritures. Un an après cet article, dans une conférence qu'il a donnée à la Maison des sciences de l'homme, Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, commentait l'article de Changizi en ces termes. Alors, il commentait l'article et il commentait aussi, il avait devant lui un échantillon des écritures du monde. Et ici, en fait, vous avez une capture d'écran d'un projet de Google qui s'appelle Noto, qui est un projet de numérisation des écritures du monde. Et là, vous avez chaque glyphe correspond à une écriture différente. Et vous savez qu'il existe plus de 280 types d'écriture dans le monde. Stanislas Dehaene regarde un échantillon de ce type, une diapositive qui donne à voir donc les centaines de types d'écriture du monde. Et il affirme ceci. Alors j'ai écrit quelque chose qui était dit à l'oral. Lorsqu'on regarde ce type de diapositive, nous voyons un échantillon des écritures qui ont été inventées par différents groupes. Nous avons l'impression d'une extraordinaire diversité. C'est la première chose qui nous frappe. Mais en prenant un peu de recul, nous pouvons aussi nous intéresser à ce qu'il y a de commun à toutes ces écritures. Et lorsqu'on se penche sur ce qu'il y a de commun, on s'aperçoit finalement qu'il y a beaucoup d'éléments communs qui suggèrent que le système est extrêmement contraint. On ne peut pas apprendre n'importe quelle manière de dépeindre la parole par l'écrit, que seul un tout petit système est capable de mettre en liaison la vision avec le système du langage. Je peux renvoyer également, si ça vous intéresse, à une conférence qu'il a donnée au Collège de France en octobre 2022, intitulée « Comment notre cerveau déchiffre-t-il l'écriture ?» Il y évoque en particulier un point qui doit pouvoir nous intéresser, l'idée qu'il y aurait une canalisation de la lecture vers des régions cérébrales extrêmement similaires, un circuit de la lecture spécialisé et étroit, dit-il, avec tout de même quelques détections d'une ultra-spécialisation dans le cerveau pour ce qui est de l'écriture chinoise, détection rendue possible par les progrès technologiques des IRM. Mais en dépit de quelques différences, le constat qui semble s'imposer pour les chercheurs en sciences cognitives est celui de l'activation d'un réseau global identique, quels que soient les systèmes d'écriture utilisés, alphabétiques, idéographiques ou syllabiques, ce qui n'allait pas forcément de soi. Et pour conclure, je vais revenir à la conférence de Anne Canto. Alors, si vous voulez connaître la réponse à la question posée dans sa conférence « Peut-on rêver d'une écriture impénétrable ?», je vous invite à aller voir sa conférence qui est en ligne, et vous verrez que la réponse est assez complexe. Mais Anne Canto conclut également sa conférence en appelant à la nécessité de mener un grand et vrai effort de cryptanalyse, un effort, dit-elle, qui doit être, et elle insiste beaucoup sur cette question, public, soutenu et continu. Et donc je conclurai dans les mêmes termes. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés, concernant des communications de messages ici et maintenant de par le monde, mais aussi pour le futur, doivent nous engager à mener un grand et vrai effort d'anti-crypto-analyse ou de quasi-analyse, effort qui devrait être pareillement public, soutenu et continu.